Bonsoir à tous et à chacun et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de Canal Sport au menu de votre émission hebdomadaire. Ce lundi 15 mars 2025, gros plan sur la liste de gagnants pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où le Bénin va défier le Zimbabwe et l'Afrique du Sud le 20 et le 25 mars prochain. Le technicien franco-allemand était en conférence de presse ce matin pour dévoiler sa liste en prélude aux deux prochaines sorties. Des départs du Bénin, forfait de Tosin Egoun et Cédric Kontondi, faute de blessure et absence d'Olivier Verdon et une première convocation pour Candace Fiogbe qui évolue en Italie. On note par ailleurs sur la liste le retour en sélection, bien entendu, entre autres, de Brandon Agounon. Au regard de cette liste, que faut-il attendre de Steve Mounier et ses coéquipiers les 20 et 25 mars prochains pour la suite de la campagne qualificative pour le Mondial 2026? C'est l'une des interrogations de Canal Sport de ce lundi. Et puis on dira aussi quelques mots sur la victoire enregistrée hier par la sélection cadette du Bénin, bien entendu devant celle de la République démocratique et du Congo dans le cadre de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires du prochain mondial féminin de 2025. C'était hier, bien entendu, au stade de Kégué de Lomé. En plateau avec moi ce soir pour commencer, deux visages que vous connaissez bien. Le tout premier, Narcisse Alossé de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin. Narcisse Alossé, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir à tous les téléspectateurs. En face de vous, Prosper Vondianko, journaliste sportif à Radio Cap FM. Prosper, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Le plaisir est pour nous de nous retrouver. Plaisir partagé. Bien entendu, on installe à présent le plateau de discussion juste derrière cette transition. Eh bien, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Ganotre, était en conférence de presse ce lundi pour dévoiler sa liste pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, celle de 2026. Narcisse. Tout à fait, une liste de 25 joueurs convoqués justement pour les matchs contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Et bien sûr, vous avez le tableau de cette liste à l'écran. Allez, nous allons y aller poste par poste au niveau des gardiens de but. Pas de surprise. Et le trio Marcel Dandienou, Saturné Alagbé, Serge Obassa est reconduit. En défense aussi, les habitués de la tanière des Guépards, ils sont Mohamed Tidjani, David Kiki, Yohan Roche, Rodrigue Fassinou, Moïse Adileou, Rachid Moumini, Tamimou Ouro, Brandon Gougnon et Rabiou Sankamao. En milieu de terrain, on retrouve des messieurs comme Matteo Arlenvi, Dodo Doku, Ceci Dalmeda, Imran Hassan, Samadou Atidjikou, Mariano Awangbom et Gislain Aoudo. L'attaque des Guépards, elle, sera animée par Steve Mounier, capitaine de l'équipe, Jodel Dossou, Andreas Hontondi, Junior Olaïtan, Steve Ryan Traoré et le tout nouvel appelé Candace Fiogbe. Voilà le contingent préparé justement par le sélectionneur national pour ces deux matchs capitaux, je dirais, un tournant décisif bien sûr pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Et sur cette liste, on note l'absence de Tosin Ayegoun, Olivier Verdon et Cédric Hontondi et une nouvelle tête, je vous en parlais tantôt, au Candace Fiogbe. Suivez à ce propos les explications du technicien franco-allemand qui était, Candide le disait tantôt, devant à la presse ce matin à Cotonou. Le choix était entre lui ou un binational qui viendrait pour la première fois que nous avons pu convaincre. Donc c'est un jeune joueur qui a 19 ans, bien plus jeune qu'Aquignola, et que nous avons su convaincre de venir jouer avec nous. C'est Fiogbe. Donc il est à Atalanta, il joue la Youth League, il a été très bon, il a marqué des buts, on l'a suivi depuis un moment, on l'a rencontré, et puis c'est un garçon qui est vraiment très motivé pour jouer pour le Bénin. Donc vous avez parlé tout à l'heure des afro-descendants, mais il y a aussi des joueurs descendants Europe béninois qui peuvent aussi prétendre, et on est en train de voir si vraiment on peut trouver de la qualité à ce niveau-là. Voilà, vous avez plutôt suivi l'intervention du sélectionneur par rapport aux nouvelles appelées. J'en parlais tantôt, Candace Fiogbe, sociétaire de Atlanta à Bergame, au niveau des
19, autant dire la réserve de ce club italien. C'est bien sûr cela, la nouvelle trouvaille de Gernot Rohr, Candace Fiorbe qui évolue du côté des U19 de l'Atalanta à Bergame, bien entendu en Italie. Nassis, on va revenir justement sur cette liste, les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Gernot Rohr, une liste bien assez digeste, doit-on dire, pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et des éliminatoires, bien entendu, du prochain mondial, le mondial de 2026. Vous parlez tantôt des absences. On a par exemple le forfait, bien entendu, de Cédric Rontondi et de Tosin Yagoun pour faute. Et puis le cas Olivier Verdon. J'espère que la régie est prête. Si la régie est prête, nous allons justement écouter les explications du technicien franco-allemand par rapport justement à ces absences-là. Dans la liste, vous avez vu qu'il nous manque Tosin Yagoun, il est blessé encore. C'est toujours la même blessure derrière la cuisse. Donc on est en contact avec lui et son staff parce que c'est assez problématique. Ça fait 4 fois qu'il rechute sur la même blessure. Donc il doit y avoir un problème dans le staff médical, voire dans son préparateur physique qui n'arrive pas à lui redonner la santé. On aurait eu tellement besoin de Tosin dans ce match-là que c'est regrettable. Ensuite, on a toujours Cédric Rontondi qui est encore out pour 2 ou 3 semaines. Donc, malgré les soins qu'il suit très sérieusement, il ne sera pas là avec nous. Et il manque également Olivier Verdon. C'est un cas un peu différent. Il n'est pas blessé, mais il y a eu des soucis on va dire, de communication et aussi de respect mutuel qui font qu'on n'a pas pu l'avoir pour les 2 derniers matchs décisifs. Et il a oublié un peu de nous expliquer, voire de nous envoyer les raisons véritables pour son absence. Donc il a été sanctionné en étant exclu de ces matchs, les 2 matchs. Il faut veiller à l'état d'esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Et si un joueur n'adhère pas à ces critères-là, il est difficile de faire partie de notre équipe, même si c'est le seul qui joue en Europe avec son club ou qui jouait jusque-là. Maintenant, ils sont éliminés avec Ludogorets, mais c'est quand même dommage. Et on espère, on est en contact avec lui, il regrette son comportement et j'espère que la fédération va pouvoir aussi entrer dans nos, on va dire, discussions pour pouvoir établir donc une sanction qui pourrait prendre fin bientôt, nous l'espérons. Voilà donc 2 forfaits, Cédric et Tosin, et puis une absence qui frappe à l'œil, celle bien entendu de Olivier Verdon. Gernot Rohr évoque une sanction, Prosper. Ben, c'est pas la première fois. La dernière fois, on nous avait dit qu'il allait venir. Jusqu'à la dernière minute, après, il n'est pas venu. Le technicien avait dit que le joueur n'avait envoyé aucun argument, aucune raison de son absence. Je pense qu'on ne peut pas se comporter comme ça avec une équipe nationale. On n'a pas dit que quand on vous appelle, vous devez être forcément là, mais vous devez avancer une raison. Parce que je suppose, la dernière fois par exemple où il était d'accord de venir, on avait annoncé même son arrivée 24 heures, 48 heures. Je suppose que le billet d'avion est déjà émis en son nom et tout ça. Donc on peut pas jouer jusqu'à ce point avec une équipe nationale où tout est sur mesure à quelques jours d'un match. Et jusque-là, je pense que le joueur n'a pas, certainement selon les propos de l'entraîneur, n'a pas manifesté le geste de dire avec précision pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Donc c'est une équipe nationale, c'est pas un club de quartier. Parfois il faut se poser la question, c'est vrai. Le cas Sébio Soukou n'en a pas encore fini, on en parle encore, et puis Olivier Verdon qui s'ajoute, ça pose vraiment le problème. Ça, on se demande comment le technicien gère son groupe pour qu'on en soit arrivé à ces cas-là. Mais là, si vous devez vous absenter en équipe nationale, il faut qu'il y ait des raisons valables. On a vu des gens qui s'étaient absentés par le passé parce que madame veut accoucher, parce que, voilà, des raisons qui, voilà, avaient tout au moins familiales qui étaient évoquées. Mais là, il n'a pas évoqué de raison. Après,
J'ai croisé sur son compte Facebook une image qui parlait d'un problème de bras. On va voir cette publication de Verdon, Olivier Verdon, voilà. bien entendu avec la complicité de la régie. Cette publication qu'on a vue il y a quelques heures justement après la publication de la liste de Gernot Rohr ce matin. On va voir cette publication et Olivier Verdon, le défenseur béninois, qui évoque justement la raison pour laquelle il n'était pas. Il dit ceci, bien entendu, la véritable raison de mon absence en novembre dernier, bien entendu, suite à une infection au bras après une mauvaise chute pendant le match contre le Rwanda en octobre. J'avais pris la décision de bien me soigner avec mon club, avec des conditions optimales pour que cela ne s'aggrave pas, mais malgré tout, toujours derrière mon pays, le Bénin, de tout cœur avec vous. Voilà donc la publication qu'on a pu on doit pas, c'est pas là qu'il va répondre, je pense. Il doit pas passer par un canal comme ça pour envoyer une réponse. Ça. Il a le contact du sélectionneur, il devait dire avec précision pourquoi il n'était pas là. Moi, je n'avais jamais su une raison comme ça. Ce que nous savons, c'est qu'Olivier Verdon était absent à la dernière minute. On a dû même appeler à la rescousse à la dernière minute un certain Moïse Adileou en Côte d'Ivoire tout dernièrement, lors des dernières journées des éliminatoires de la CAN. Donc c'est une sélection. Je pense qu'il faut un minimum de respect, il faut au moins un minimum de considération et les joueurs doivent le savoir. Donc il parle d'état d'esprit du groupe. Si Olivier le fait et rien n'est fait, rien n'est dit, je pense que d'autres pourront continuer par se comporter comme ça aussi. Encore que c'est un cadre. Et ça va détruire la cohésion du groupe. Voilà. C'est ça. Oui, c'est un cadre, mais le comportement, monsieur prend un tout petit peu connaissant ce monsieur, très impliqué d'ailleurs au niveau de la sélection, depuis qu'il est appelé. Il honorait sa première sélection ensemble avec Cédric Ontondi lors d'un match amical contre la Mauritanie, je me rappelle encore à Nouakchott. C'est un monsieur très impliqué. Qu'il y ait des propos comme ça derrière lui, ça m'a surpris. Est-ce qu'entre-temps Olivier Verdon a changé? je me le suis demandé, mais fondamentalement ce que le sélectionneur a dit, dans un groupe il faut rigueur et discipline pour avoir les résultats. C'est ça. À lui maintenant de venir convaincre par les internautes, mais les dirigeants du football béninois. Les dirigeants du football béninois et Olivier Verdon qui est donc sanctionné selon bien entendu les propos de Gernot Rohr en conférence de presse. Voilà donc pour les deux forfaits qu'on a pu enregistrer et puis l'absence de Olivier Verdon qui est aussi notable. Gernot Rohr bien entendu qui a évoqué un problème de communication du joueur qui n'a pas su au moment opportun communiquer sur sa situation. On a assis sur la liste des 25 joueurs convoqués, on a suivi tout à l'heure l'extrait de la nouvelle tête qu'on a pu retrouver sur cette liste, Candace Fiogui. Oui, nouvelle trouvaille bien sûr du sélectionneur national, c'est une pépite. Nous l'avons d'ailleurs vu son rendement au niveau de la Ligue des champions des jeunes, oui. Voilà, en Europe. Des rendements qui ont frappé dans l'œil de plus d'un observateur. Un garçon très percutant en attaque et surtout réaliste devant les buts, très adroit, je vais dire. C'est en ça que moi je dis c'est une bonne trouvaille. Maintenant, on va parler d'adaptation au niveau de l'équipe nationale, parce que l'adaptation pour certains de ses illustres prédécesseurs, nous l'avons vu dans ce pays. Michael Poté a mis un peu de temps avant de s'adapter, surtout en attaque de l'équipe nationale. Donc, mon inquiétude se situe là, qu'il s'adapte vite, surtout que c'est un jeune joueur. C'est ça. Je vais vous le présenter très rapidement. Candace Fiogui est né le 18 janvier 2005 à Pomacé au Bénin. Il a donc aujourd'hui... À Tokwa-Domé pour être plus précis. Tokwa-Domé, voilà. Aujourd'hui, il a 20 ans et fait déjà parler de lui au sein des équipes de jeunes de l'Atalanta Bergame. Il alterne entre les catégories U20 et U23. C'est un joueur technique rapide et doté d'une précision pas des moindres devant les buts. Candace est un atout capable d'occuper les postes de l'attaque, que ce soit sur les ailes ou en pointe. Au cours de cette saison 2024-2025 avec l'Atalanta Bergame, notamment avec l'équipe U20, il a joué 12 matchs, 2 buts inscrits, aucune passe décisive, mais un carton jaune. 3 matchs avec l'équipe U23, bien entendu pour 0 but marqué. Et puis avec notamment en Champions League des jeunes, il a joué 6 matchs pour 5 buts inscrits et délivré une passe décisive, une nouvelle trouvaille qui vient renforcer l'attaque des Guépards du Bénin. Bien sûr, on en a besoin parce que
Jodel Dessous, bientôt, je pense qu'il va raccrocher parce que là, j'évolue et vous constatez avec nous que c'est vrai, aujourd'hui, il est dans un club de première division, mais c'est le championnat de Luxembourg, je crois. Donc, oui. il faut trouver des alternatives pour rapidement tisser une corde au bout, la nouvelle au bout, voilà, rapidement. Et je pense que c'est un bon cadeau, l'arrivée en sélection de Fiogbe. Il y a d'autres noms qui étaient annoncés, hein, mais qu'on n'a pas eu à la dernière minute. Mais le sélectionné a justifié cela par le fait qu'il ne faut pas précipiter les binationaux. Il faut aller doucement parce que là, c'est parfois des dossiers où il ne faut pas leur mettre la pression et tout. On a compris. Donc, Fiogbe, on verra bien. Narcisse parlait de l'adaptation qui est une réalité. On a vu qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter, comme par exemple Tibozo. Appelé en sélection, ça n'a pas trop marché. Il y avait un autre jeune, Khalid Djankpata, qu'on avait appelé aussi voilà, des jeunes qui étaient... Les échecs, oui. Les échecs, voilà, venus en équipe, on attendait, on croyait que c'était la lumière qui était trouvée, mais malheureusement, ils n'ont jamais confirmé. Ça a été des fiascos, entre parenthèses. Peut-être parce que c'était des jeunes joueurs qui peuvent encore revenir, on ne sait jamais, mais là, c'était des échecs. Donc l'adaptation est un maillon essentiel pour un joueur qui arrive en équipe nationale au sommet directement. Donc on va souhaiter que ça ne dure pas pour lui, qu'il puisse rapidement s'adapter. Les chiffres que vous avez donnés sont vraiment évocateurs d'un jeune prometteur, d'un jeune d'avenir. Avec la Youth League, il a réussi à planter des buts en championnat des catégories d'âge, il s'en sort pas mal. C'est vrai. On va dire pratiquement la même chose avec quand je jouais Tibozo. Absolument. C'était exactement la même situation, mais quand il était venu en sélection, c'était un échec total. Et puis après, il a certainement fait des choix de carrière qui n'ont pas certainement marché. Il s'est retrouvé en France et puis après, il s'est baladé une question d'environnement. Je souhaite que le cas de Grandas ne soit pas le même et qu'il puisse rapidement trouver ses repères en équipe, puisque vraiment on en a besoin. On a besoin de ces attaquants percutants qui vont être adroits devant les buts. Il manque ça au Bénin. On n'a pas beaucoup marqué dans nos matchs. Les scores sont étriqués ou parfois voilà, il y a des matchs nuls à 0 but partout, on se rappelle. Donc que des attaquants arrivent adroits devant les buts, réalistes et tout. Je pense que ça aiderait beaucoup l'équipe nationale. Ça aiderait beaucoup l'équipe nationale, surtout avec l'absence de Tosin Ergun qui accumule les blessures depuis plusieurs regroupements déjà. Malheureusement, Tosin n'a pas du Bénin. Il en a dans les pieds, mais il n'a pas beaucoup apporté à l'équipe avec ses blessures qui se sont enchaînées suffisamment. Depuis qu'il a quitté la Suisse pour la France, il n'a pas beaucoup joué. Il a alterné entre blessures et reprises, blessures et reprises. Et c'est la même chose avec l'équipe nationale où on n'a pas vraiment profité des potentialités de Tossi. Je pense que ça ne va pas durer. Il en a encore en sélection. Je pense que la situation va rapidement trouver solution pour qu'on puisse vraiment profiter de son talent de buteur en équipe. On l'espère vivement. Narcisse, on a évoqué tout à l'heure le cas de Candace Fiogbe. Oui, c'est un binational. On va voir ce qui en est, bien sûr, du réservoir des binationaux dont dispose justement le Bénin. Qu'est-ce que le staff technique fait justement pour aller bien sûr dénicher des binationaux pour le petit vivier dont dispose le pays? Voici la réponse de Garnet Rohr. Absolument, on a contacté d'autres joueurs et il y a même maintenant une commission qui a été créée pour s'occuper de ces cas-là, des binationaux. Mais vous ne pouvez pas forcer les gens de venir jouer pour le Bénin. Il faudra les convaincre, il faudra les rencontrer, comme j'avais fait avec Andreas Huntonji. J'ai pris la voiture, je suis allé à Orléans, on a mangé ensemble, on a discuté, on a présenté le projet. Voilà, on est en train de faire ce travail-là. C'est pas en disant allez viens avec nous et qu'ils vont venir. Il faut vraiment les convaincre. Maintenant on a des arguments, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui tient la route, qui s'est qualifiée pour la CAN, qui a une chance pour la Coupe du Monde. Donc nous avons des arguments qui ont fait le poids pour attirer Fiogbe de l'Atlanta. Donc du coup, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, mais c'est pas bien de mettre ça sur la place publique parce que ça peut mettre de la pression sur les joueurs et on ne veut pas de ça. Mais sachez qu'on travaille là-dessus. Je ne suis pas le seul. On est
une commission, comme je vous ai dit, et seulement il faut qu'il soit meilleur que ce qu'on a déjà. Ce n'est pas parce que c'est un binational qui va forcément nous apporter un plus, il faut qu'il soit meilleur. Et pour cela, il y a des conditions à remplir. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus et j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles bientôt. Voilà, bonne nouvelle, surtout quand on parle de binational, vous avez vu le critère, il faut qu'il apporte une plus-value, c'est de cela que parle le technicien. C'est de cela que parle le technicien. Est-ce que ce n'est pas la bonne formule? Parce qu'on ne va pas apporter justement des joueurs qui... C'est la bonne formule, on s'est beaucoup trompé par le passé. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des gens, on pensait que bon, quand on tombe de l'Europe, on est forcément plus meilleur que ceux qui sont sur le continent. Ici, on s'est trompé beaucoup plus par le passé en appelant des binationaux à tout va. Le nom Europe qui sonnait comme quelque chose dans les oreilles. Vous vous rappelez encore des négociations derrière certains, comme par exemple Dagba, où ça avait beaucoup parlé, c'est vrai. La même chose pour les Cédric qui ont pris du temps avant d'accepter. Il y a d'autres qui n'ont pas accepté jusqu'à ce que, bon, ils n'aient raccroché les crampons. Donc ce n'est pas parce qu'on dit binational que c'est fini, c'est le meilleur, c'est le Messi, c'est le Ronaldo. Non. L'entraîneur a été précis. Si le binational ne va rien apporter de plus, si le binational ne va pas contribuer à quelque chose de meilleur, autant ne pas aller négocier, perdre son temps à courir derrière. Il y a des valeurs locales qui peuvent peser aussi. Le temps donc de trouver la bonne formule, de voir entre les deux ce qui est meilleur. Un binational n'est pas forcément meilleur que les valeurs que nous avons ici. Il a dit, il ne faut pas courir derrière les gens pour courir derrière les gens. Il faut être sûr que lorsqu'il va venir, il va apporter un plus à la sélection. À la sélection d'Assis, la course, sinon la quête aux binationaux, cela met le feu aux fesses aux différents joueurs qui sont déjà au sein de l'équipe et au niveau des différents joueurs qui évoluent dans le championnat local. Oh, oui, tout à fait. Ça parce apporte, que les places sont désormais... C'est vrai, ça apporte la concurrence, oui. Mais le critère est bien défini par le staff technique. Il faut vraiment avoir un profil différent, apporter un plus justement à l'équipe. Et dans le cadre justement des 2 prochaines sorties, bien sûr des Guépards, et bien le Bénin, il faut le rappeler, ira défier le Zimbabwe à Durban le 20 mars prochain, avant bien sûr de recevoir 5 jours plus tard l'Afrique du Sud. Et là, ce sera à Abidjan, notre nouveau jardin, sinon le nouveau jardin des Guépards. Et pour ces 2 matchs, le sélectionneur national reste optimiste cependant. Il compte y aller et match après match. Nous allons encore écouter ici Gernot Rohr. Le Zimbabwe a une équipe qui a pris forme sous la conduite d'un ami qui est entraîneur de cette équipe depuis 1 an et qui a fait du bon travail. C'est Michael Ness, un entraîneur allemand qui a réussi quand même à les qualifier dans un groupe pas simple du tout, avec le Cameroun, avec le Kenya et avec la Namibie. Donc chapeau à leur travail. C'est une équipe qui a des joueurs qui jouent en Angleterre au milieu du terrain, 3 joueurs, dont un qui vient d'être transféré de Reims à Wolverhampton, qui a marqué un but d'ailleurs hier pour son club de Wolverhampton, transféré pour 8 millions d'euros. Donc on n'a pas un joueur qui a cette valeur-là, par exemple. Donc c'est leur capitaine, numéro 8. Ensuite, ils ont des joueurs à Luton, des joueurs à Cardiff, des joueurs à Copenhague. La plupart des joueurs jouent en Europe. C'est une bonne équipe. Et c'est vrai que leur match nul contre le Nigeria, avec un but magnifique sur un coup franc, et aussi leur bon comportement à travers les éliminatoires de la CAN, nous fait penser que ça ne va pas être facile. Et je sais que c'est une équipe qui est pratiquement chez elle en Afrique du Sud, même si ce n'est pas dans le pays, et qui va vouloir nous poser des problèmes. C'est leur dernière chance de se relancer dans cette compétition en nous battant. Donc on s'attend à un match très difficile, mais nous sommes quand même confiants, parce que je crois que notre équipe a pris conscience qu'elle est capable de faire des bons résultats, même à l'extérieur. D'abord, on parle du prochain match, toujours, c'est le plus important, le prochain. Et après, on parlera du match d'Afrique du Sud. Le prochain, on aimerait bien gagner là-bas à Durban. On aimerait bien, hein, on y va pour gagner. Mais même un match nul, déjà, c'est pas un mauvais résultat. Et après, l'Afrique du Sud, c'est un grand match, c'est un match formidable. On a failli les accrocher au match aller, on a perdu 2-1, on a failli égaliser à la fin, mais c'est une équipe qui joue un très bon football et qui est redoutable. On va voir.
Mais on a prouvé contre le Nigeria, contre d'autres équipes, qu'on est capable de les battre. Donc on y croit. Si on pouvait gagner ces 2 matchs, on ferait un grand pas vers la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2026 en Amérique. Vous imaginez, avec le Bénin, je pense que les grands rêves font les grandes actions. Et donc, on a le droit de rêver, et les joueurs avec moi. Laissez-nous rêver un peu. Voilà, on rêve, le Bénin du foot rêve donc ensemble avec le sélectionneur national aller jouer le Zimbabwe et surtout l'Afrique du Sud, médaillé de bronze à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, il faut le rappeler. C'est ça, Ghana 3 et ses hommes veulent bien rêver. Si vous voulez rêver aussi avec Ghana 3. Ouais, il faut rêver. J'en parlais la semaine dernière, le football c'est un sport irrationnel. C'est ça. Ce n'est pas exclu que le Bénin fasse échec à ses 2 prochains adversaires et tape aux portes d'une phase finale de Coupe du Monde. De Coupe du Monde, justement, Prosper, Ghana 3 et ses hommes auront à défier le 20 prochain déjà l'équipe du Zimbabwe et puis après 5 jours plus tard l'équipe des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Comment est-ce qu'il faut y aller? Je suis déjà content parce que le technicien maîtrise très bien l'équipe du Zimbabwe avec les analyses qu'il est en train de faire tout à l'heure, parlant de leurs joueurs de qualité qui évoluent en Europe, en Angleterre surtout, Cardiff, Wolverhampton et consorts. Il a cité même des clubs, des joueurs du Zimbabwe. Cela prouve à suffisance qu'il maîtrise bien l'équipe et qu'il sait que l'équipe a de la potentialité. Donc là, il n'y aura pas de la place à des erreurs. Il va savoir comment placer ses pions pour que on puisse faire quelque chose pour les contrarier. En défense, on a déjà essayé la paire Roche-Tidjani et ça avait marché, même si Verdon n'est pas là, même si Cédric Moutonji n'est pas là. Je pense que le Bénin a des arguments au niveau de la défense avec les jeunes Tamimou, David Kiki avec son expérience et tout. En milieu de terrain, Dodo Doku, Imran Hassan, Cécile Dalmeda, Matteo Arlenvi. Il y a des arguments. Donc il faut savoir juste joindre voilà, bien savoir mélanger ces éléments. Parce que là aussi, il y a des combinaisons qui ne marchent pas. Lorsque vous ne savez pas avec qui il faut mettre tel joueur, qui et qui peuvent jouer ensemble pour que ça marche. Parfois, vous avez les bons joueurs sur le terrain, mais ça ne passe pas parce que le message n'est pas, la communication n'est pas, il n'y a pas de connexion entre les joueurs sur le terrain. Donc, il doit pouvoir faire ce travail. Le temps est très court, d'accord, mais il va falloir trouver la formule de savoir quel joueur marche avec quel joueur, qu'est-ce qu'il faut mettre sur le terrain réellement. Ce n'est pas parce qu'on a appelé 25 joueurs qu'il faut faire jouer les 25. Il ne faut pas faire plaisir à un joueur dans des conditions pareilles. Il faut utiliser vraiment les paires qui vont marcher, les trios qui vont marcher à des postes donnés. Il y a déjà des certitudes. Quand vous prenez par exemple le gardien de but, il n'y a pas de doute que Marcel Dandino est en train d'arracher une place, c'est presque confirmé. Au niveau de la défense, je parlais de la paire Tidjani-Roche. Quand Cédric n'est pas là, en milieu de terrain, il y a Dodo Doku qui a déjà joué avec Imran Hassan pendant un bon bout de temps. En tout cas, depuis le championnat du Bénin avant et puis les dernières rencontres, il y a Cécile Dalmeda qui est toujours ce joueur énergique qui fait beaucoup de choses sur le terrain. Arlenvi est très jeune, il faut savoir comment jouer avec derrière les attaquants Junior Olaitan, en attaque Steve Mounier qui, malgré le manque de temps au niveau de l'Allemagne, a toujours des arguments. C'est un grand attaquant, il faut le souligner. Donc, le plus important serait de trouver les paires et les trios qui vont vraiment répondre sur le terrain parce que l'équipe que nous allons affronter est une équipe de qualité avec des joueurs qui évoluent dans des championnats où il n'y a pas forcément des nôtres. Donc, il faut trouver la bonne formule. Je pense que le problème à résoudre serait de trouver les combinaisons nécessaires pour faire une équipe de qualité, une équipe solide sur le terrain. Sur le terrain. Quand on regarde un peu la liste de Ghana, 25 joueurs convoqués avec quelques nouvelles têtes, sinon le retour de certains, notamment Brandon Akunon, on a également Rabiou Sankamao qui n'était plus convoqué il y a un bon moment, mais qui est aussi sur cette liste. Pas mal de joueurs qui font leur retour. Nassis, quand on regarde un peu cette liste, comment est-ce que Ghana et ses hommes doivent y aller? Déjà face au Zimbabwe et puis après face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Bon, c'est un technicien qui s'y connaît. On a vu son œuvre de construction depuis 2023, depuis 2 ans maintenant, à peu près qu'il a pris l'équipe. On a vu sa méthode de construction, a essayé de jeter de nouveaux sangs au sein de l'équipe en faisant surtout confiance à de jeunes joueurs. Et au bout d'un certain nombre d'années, les résultats suivent. Maintenant, continuer de faire confiance à ces jeunes joueurs, ce ne serait pas du tout étrange. Moi, mon avis ne sera pas, comment je vais dire, mélangé dans ces choix pour des joueurs que
lui-même, il a essayé de côtoyer depuis des mois. Voilà. Depuis des mois. Quand on regarde un peu le classement à l'issue donc de la 4e journée de 16 éliminatoires pour le prochain mondial, le Rwanda est en tête avec 7 points au compteur, un goal différentiel de plus 2, suivi de l'Afrique du Sud, même nombre de points, mais avec un goal différentiel de plus 1. Même point au compteur pour le Bénin qui est positionné 3e de la poule, sinon du groupe C. 4e place pour le Lesotho qui vient avec 5 points. Le Nigeria, vice-champion d'Afrique en titre, qui est positionné 5e, sinon avant dernier du groupe C. Et puis le Zimbabwe vient en 6e position, dernière place donc pour le Zimbabwe, tout prochain adversaire du Bénin. Voyez-vous le Bénin prendre une option favorable pour la qualification mondiale sur ces 2 matchs? Oui, sur ces 2 matchs, il y a 6 points à prendre. Maintenant, si le virage est bien négocié et que le pays s'en sorte avec 4 points, je crois que ce serait une très bonne option pour la suite de cette aventure. Parce que derrière, il y aura un Nigeria revanchard. C'est ça. Que les Super Eagles soient avant-dernier au classement après 4 journées de compétition. Je crois qu'ils ont leur revanche à prendre, surtout avec un nouveau sélectionneur. Vous savez, l'état d'esprit change forcément. Et vu que c'est des joueurs qui sont des compétiteurs qui jouent la Ligue des Champions en Europe, qui ont un bagage d'expérience avant, je crois que on aura, sinon le Bénin aura bien négocié cette aventure après bien sûr ces 5e et 6e journée. Pour ces 5e et 6e journées, Prosper, quel scénario voyez-vous pour le Bénin? Je pense qu'on a de quoi croire désormais. Au début de la campagne, il y avait ça ne marchait pas, ça n'avait pas trop marché lors des premières sorties, mais quand on a gagné face au Nigeria, je pense que le mental est tout autre. Et donc on a des raisons de croire maintenant dans un groupe. On pensait que l'Afrique du Sud et le Nigeria étaient des mastodontes qui ne laisseraient aucune chance aux autres. Mais là, on a été démenti après 4 journées. Je pense que le Bénin a de quoi croire. Il faut continuer sur les 6 points pour les 2 matchs qui profilent à l'horizon. Si on peut prendre 4, je pense qu'on serait déjà en bonne posture pour la suite. Le plus important, c'est de ne pas perdre, ne serait-ce que le match face à l'Afrique du Sud, même un nul, et négocier quelque chose face à l'équipe du Zimbabwe. Ça va être difficile, il faut le reconnaître, mais le plus important, c'est de ne pas perdre. Le technicien a dit, ça fait 2 ans qu'on n'a pas perdu à domicile, en Côte d'Ivoire comme au Bénin, c'est déjà intéressant. Il veut continuer, donc gagnons face à l'équipe du Zimbabwe et tentons quelque chose face à l'Afrique du Sud et on serait toujours dans la course pour ce mondial. Mais il y a de quoi croire avec le nombre de points que nous avons actuellement. La situation dans le groupe donne l'impression qu'on n'a rien perdu encore. On n'a rien perdu encore. Si vous étiez à la place de Gannett Rock, quel serait votre message à l'endroit des Guépards? Surfer sur la dynamique actuelle où l'équipe a réussi à se qualifier pour la CAN. On parle forcément d'état d'esprit quand vous réalisez ce genre de performance. Donc, il faut surfer sur cette dynamique et jouer sans calcul. Sans calcul, on va souhaiter bonne chance à Gannett Rock et ses hommes pour justement ces 5e et 6e journées des éliminatoires du mondial 2026. On va toujours parler football, mais s'intéresser, changer de genre. Narcisse, les Amazones des moins de 17 ans ont battu leurs homologues de la République démocratique du Congo hier dans le cadre du match aller du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de la catégorie. Tout à fait, et à l'arrivée, un succès de 2-0 réussi justement face aux Léopards dames U17. Les Amazones U17 entament ainsi de la plus belle des manières leur campagne qualificative pour la Coupe du Monde et se rassure donc avant bien sûr l'expédition de Kinshasa pour la manche retour. Bien sûr, score à l'arrivée 2-0 pour les Amazones du Bénin. On va écouter ici bien entendu la sélectionneuse de cette équipe, de cette sélection cadette du Bénin, Ida Azonsou, en conférence de presse d'après-match, a essayé d'expliquer un peu ce qui a été la clé des Amazones du Bénin dans cette rencontre. Il y a essayé et le message a changé et les filles, on leur a remis, on leur a parlé encore mieux parce qu'elles pouvaient le faire. Elles avaient le potentiel, juste qu'elles manquaient un peu de confiance, un peu de précipitation aussi devant les buts.
Donc on a parlé, qu'elle prenne confiance, qu'elle continue de suivre l'action parce qu'on a constaté qu'elle s'arrêtait avant la fin de l'action. Donc c'est juste un coaching et puis le langage dans le vestiaire qui a permis à ce que nous ayons ce résultat à la fin. D'abord, je peux dire que l'équipe de l'AEC c'était l'équipe des Gabon, une équipe qui nous a créé beaucoup de difficultés en première mi-temps. Nous n'avons pas pu trouver le chemin de l'équilibre et ils ont également une bonne attaque, une attaquante qui nous a créé un peu de difficultés dans la ligne défensive. Une victoire, il faut être satisfaite, mais on pouvait mieux faire. L'efficacité devant les buts nous a un peu pénalisé. On aurait pu marquer 5 à 6 buts comme vous l'avez dit. Et je pense qu'avant le match retour, c'est sur les séquences que nous allons travailler avant le match retour en RDC. Tantôt, et nous allons travailler encore devant les buts et aussi travailler également sur notre défense pour ne pas encaisser, c'est-à-dire pour prendre l'avantage tel qu'on l'a fait déjà ici, maintenir cet avantage et pour la qualification au 3e tour. Donc nous allons tout donner pour prendre la deuxième manche en RDC. Voilà donc le Bénin qui s'impose par un score de 2-0 à la République démocratique du Congo chez les dames U17 bien entendu dans le cadre de la manche aller du deuxième tour des éliminatoires du mondial féminin de la catégorie. Un succès des Amazones du Bénin qui leur permet de prendre une bonne option pour la qualification au 3e et dernier tour bien entendu. Victoire surprise ou opération réussie pour les filles de Ida dans ce prospect. Vous qui avez suivi cette rencontre depuis Cotonou. Ouais, c'était pas une surprise. Quand j'ai vu le match au début, après les 45 premières minutes, 0 but partout, je me dis, les jeunes filles, elles pouvaient faire quelque chose et c'est ce qui est arrivé à la fin. Ida est une ancienne joueuse, donc elle sait ce qu'elle transmet aux jeunes filles. J'ai senti quelqu'un qui a envie de la victoire à travers la physionomie de la rencontre. À l'arrivée, c'est le plus important, mais j'ai également entendu le message de l'entraîneur du Congo qui pense que c'est un ensemble de batailles dans une guerre et que 2-0, lui prend ça comme juste une avance au score et que ça va être remonté au match aller rapidement. Au match du retour. Donc c'est un autre travail qui commence pour la sélection. Les jeunes ont manqué d'expérience, ils ont raté beaucoup de buts. Hier, le score aurait pu être plus sévère que ça. Et puis, elles seront plus rassurées avant le déplacement, mais ce n'est pas bien grave, c'est le football. Il faut juste refaire un peu plus que ce qu'on a fait au match aller. Et je pense que ça va aller, sinon que ça s'est très bien passé pour les jeunes filles. Elles se sont très bien comportées dans le match, même si à un moment donné, elles ont perdu le fil avec beaucoup d'occasions ratées où on avait l'impression qu'elles perdaient de concentration, mais après elles se sont rattrapées correctement. C'est la preuve que le football féminin ici chez nous a bien évolué. On le disait il y a quelques jours, le football féminin a progressé énormément. Le Bénin aujourd'hui devient un partenaire, sinon un adversaire un peu redoutable dans la sous-région. Je pense que c'est à saluer. Il faut profiter de ce progrès-là pour asseoir les choses correctement et que dans les années à venir, on puisse bien parler du foot. Vous prenez cette équipe, il y a une jeune fille, Ebi Deogracias, je crois, oui, qui était déjà chez les A avec ses 17 ans. Avec et voilà, donc qui se retrouve ici. Ce sont des avantages à sécuriser, ce sont des progrès qu'il faut protéger sérieusement. Parce que là, on est sur le bon chemin. Je pense que c'est une bonne chose ce qu'on a fait et ce que les filles ont fait hier. Vivement, c'est vrai, le chemin reste encore long. Hein. La qualification à la Coupe du Monde, c'est 3 tours. Il y a le premier tour avec la défection in fine de l'équipe du Congo. Oui. On s'est retrouvé sur le chemin au Bénin de se qualifier. Donc là, après ça, il va y avoir encore nos tours. Quand vous regardez les résultats, il y a encore d'autres cadres qui sont encore en liste, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme le Cameroun. Le chemin est encore long, mais le plus important n'est pas forcément d'aller, mais de montrer un visage rassurant et à la suite, on verra bien. Avant le 3e et dernier tour, il y a la manche retour à 6. Le Bénin qui s'impose 2-0 à domicile. On va le dire comme ça parce qu'à Lomé, elles ont offert justement leurs hospitalités, bien entendu, aux Congolaises. 2 succès à l'arrivée, 2-0. Ce qui galvanise forcément l'équipe avant la manche retour. Mais que faudra-t-il faire pour essayer de conserver cet avantage et pouvoir s'offrir son billet pour le tour suivant? Donc d'abord, il faut oublier le succès du match aller.
aller. Ce sera un autre match à Kinshasa. D'abord, la guerre psychologique a bien commencé avec l'entraîneur congolais qui parle d'une remontée au match retour. Donc, aux Béninoises, d'oublier le succès du match aller et de considérer que tout reste maintenant à faire. Je crois que ce sera la clé du succès. La clé du succès. On a vu par le passé, pas très loin, l'année passée, on a vu les U17 qui étaient face à l'Algérie, bien entendu. Elles ont gagné à Cotonou, mais après le match retour, ça s'est tourné au vinaigre en terre algérienne. C'est vrai. Et les Amazones ont été éliminées. Elles ont gagné 2-0 ici, et puis là-bas, elles ont été battues 2-0 aussi. Oui. Elles ont perdu au tir au but. De toutes les façons, vous parlez des équipes du Maghreb, ce n'est pas pour dire que on ne peut rien faire face à ces équipes-là. Le football est irrationnel, comme le disait tout à l'heure Narcisse, mais on est en progression, on est en train de bâtir quelque chose. On ne va pas leur en vouloir beaucoup, on ne va pas leur mettre beaucoup de pression, mais là, si vous avez 2 buts d'avance, je pense qu'il revient aux sélectionneurs de savoir gérer ces genres de rencontres, de savoir transmettre un message aux joueurs et joueuses dans ces genres de rencontres. Donc les jeunes filles forcément vont vouloir se jeter dans un match, prendre rapidement des options pour se rassurer. Mais c'est à l'entraîneur, c'est au staff de beaucoup les calmer, les rassurer, leur donner l'envie de bien se concentrer dans un match et tout va arriver. Je pense qu'on ne va pas se précipiter parce qu'on a gagné 2-0. Vous avez donné un exemple qui n'est pas encore oublié. Donc, il faut jouer avec beaucoup de concentration. Il faut leur parler. Ce sont des jeunes filles de moins de 17 ans, comme on l'a dit. Il faut beaucoup leur parler, leur dire que dans un match de football, c'est le coup de sifflet final qui vous donne ou la victoire ou la défaite. Tant que ce n'est pas arrivé, vous n'avez rien perdu encore. Et je pense que Ida est une ancienne joueuse, je l'ai dit tout à l'heure. Elle saura transmettre ce message-là pour que les jeunes filles tiennent une concentration jusqu'au bout et pouvoir s'offrir la chance d'aller en autre tour. Ça va faire 4 matchs. Si vous avez la chance de disputer 2 tours, oui. C'est une expérience à engranger pour ces jeunes filles qui vont certainement trouver des ressources nécessaires pour le faire. Et ça va ajouter quelque chose à leur carrière, à leur palmarès. Et à leur expérience, justement, la manche retour qui est prévue pour le 16 mars prochain à Kinshasa. En attendant, justement, la manche retour prévue dans une semaine au plan national d'Assise. La 21e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est déroulée ce week-end. Fortune diverse pour les différentes équipes. Oui, et dans la poule A, Dadje Football Club, leader de ce groupe, bien sûr, a tenu son rang. Vous allez voir justement les résultats à l'écran. Victoire de Dadje, 4-2, réussi face à Boa, à son dauphin, l'US Cavalier, a ramené le point du nul de son déplacement chez Damissa. Score final 0 but partout. Le Topopo, quant à lui, savourait une belle victoire, 4-0 face à Dynamo de Parakou, alors que les Buffles du Borkou ont été contraints au partage des points à domicile par Dynamique. 0 but partout ici. Dadje reste leader avec 43 points, suivi de l'US Cavalier qui en totalise 38. Le podium est complété par Damissa avec 737 unités. Dans la poule B, nous allons vous proposer d'abord, avant de revenir sur les résultats, les images du match Requin AS Sobemap, les Requins de l'Atlantique, qui ont été défaits à l'arrivée par Sobemap, un but contre 2. Voici les images. Sortie fructueuse pour l'association sportive de la Société béninoise de manutention portuaire. Après leur victoire d'1-0 à domicile face au Coton FC de Ouida, lors de la 20e journée, les jaunes de l'AS Sobemap ont encore assuré contre les Requins de l'Atlantique 2-1. Du retour des vestiaires après une première partie sans réalisation, le jeu devient de plus en plus spectaculaire avec à la clé le contrôle du milieu de terrain par l'AS Sobemap. Dans la foulée, ils obtiennent un coup franc transformé par Rachidi Razak qui ouvre le score. Déterminés de corriger cette humiliation à la maison, les Awissi Wassa poussent loin et réduisent la marque au profit d'un penalty. Emmanuel Padonou, en fin de match, offre la victoire aux siens en inscrivant le deuxième but dans le temps additionnel, 90 minutes plus 11, à la conclusion d'une frappe qui surprend le dernier rempart des locaux. Oui, effectivement, jouer sur terrain avec, ça n'a jamais été facile. Et je crois que ça s'est montré au cours de la première mi-temps où l'adversaire nous a acculés. On a joué, on a défendu pratiquement pendant une trentaine de minutes. C'est pendant les 10 dernières minutes qu'on a pu quand même essayer de sortir de notre base.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les consignes que nous avons données à la mi-temps, les jeunes ont mis cela en pratique et en deuxième mi-temps, on a pris le jeu en main. Ce qui nous a valu un but sur un coup franc. Nous venons de prendre les 3 points sur le terrain adverse. Je suis très content parce qu'avec l'égalisation, pratiquement à la fin du match, ce n'était pas évident. Donc je félicite mes joueurs. La première partie, on n'a pas pu scorer le score parce que ce que le coach nous a dit, on n'a pas respecté ce que le coach nous a dit. C'est un peu ça. Je me sens heureux. Je remercie tout le monde pour le soutien. Ça fait vraiment du bien. C'est grâce à leur soutien qu'on a pu remonter le score. Ça fait du bien. Avec cette victoire de prestige à l'extérieur, l'AS Sobemap avance dans le classement et totalise 36 points. Voilà, léger coup d'arrêt donc pour les requins de l'Atlantique battus par l'AS Sobemap. Dans la poule B maintenant, les Dragons de l'Ouémé ont ramené, vous allez le voir à l'écran, tous les résultats. Ont ramené bien sûr le point du nul de leur déplacement face à l'ASPAC dans le match au sommet de cette 21e journée. Score final, un but partout. Coton FC tout comme l'AS Cotonou ont été tenus à l'échec à domicile respectivement par Adidja et Aziza FC. Vous avez à l'écran le reste des résultats qui, vous allez le voir sur le tableau des classements généraux, n'ont pas eu de conséquences ici, puisque les Dragons de l'Ouémé sont toujours leaders avec 36 points, mais menacés de près maintenant par l'AS Sobemap qui totalise le même nombre de points. Coton Football Club vient à 2 longueurs derrière. Voilà le point que nous pouvons faire par rapport à la Ligue de football professionnel. Voilà, et on va s'arrêter là pour Fil Info de ce soir qui aura parlé essentiellement football. Ce soir, bien entendu, on a parlé de la liste des Guépards du Bénin pour la 5e et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Et dit 2 mots justement sur ce succès enregistré par les Amazones U17 du Bénin hier face à la République démocratique du Congo. En exclusivité ce soir, on fera lumière sur le karaté tour béninois qui lance sa saison sportive 2025 samedi prochain avec la 2e édition de la Coupe du Japon. Et à ce propos, nous recevons un membre du comité d'organisation. On va le recevoir juste après cette transition. Allez, en exclusivité ce soir, on reçoit bien entendu un invité que je vous l'annonçais bien entendu, Martinien Aditi. C'est notre invité de ce soir dans la rubrique exclusivité. Bien entendu, avec lui, nous allons évoquer la toute prochaine compétition de la Fédération béninoise de karaté do, celle qui lance la saison 2025. Martinien Aditi, bonsoir. Bonsoir, M. Candide. Et la Fédération béninoise de karaté do organise le samedi prochain, bien entendu, la 2e édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon 2025. Parlez-nous déjà de cette compétition. Oui, nous sommes à la 2e édition de la compétition, la Coupe de l'ambassadeur du Japon. Donc cette compétition va réunir les catégories seniors dans les 2 sexes, les dames et les hommes. Donc voilà un peu, la compétition va commencer à 7 h, déjà par l'accueil des athlètes et des différentes délégations. La compétition a été étendue dans tous les départements. Donc nous attendons des représentants de toutes les autres ligues qui vont envoyer au moins 2 athlètes. Sinon, on attend beaucoup plus. La compétition est ouverte à tout le monde. Et donc, après l'accueil des athlètes, il y aura la mise en place du comité d'organisation, du directeur de la compétition, des arbitres, des juges et tout, et puis aussi de la commission des soignants. Et après ça, il y aura l'accueil des autorités et des invités. Et ça se passe entre 9h30 et 10h. Entre 10h et 10h30, nous allons avoir les différentes allocutions. La compétition va commencer réellement à 10h30. Et va prendre fin autour de 12h30. Entre 12h30 et 13h, il y aura la remise des prix. Et c'est des trophées vraiment géants. Il faut vraiment dire merci à l'ambassade du Japon, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Hideki Uezono, avec toute son équipe, qui n'ont ménagé aucun effort à mettre à la disposition de la Fédération béninoise de karaté des trophées géants
des prix, des médailles pour les 3 meilleurs athlètes des différentes catégories. C'est ça. Donc, voilà. Cette compétition, qu'est-ce qu'elle a d'assez particulier, bien entendu, comparativement au championnat national qu'organise la Fédération béninoise de karaté-do? C'est une compétition purement sélective et comme vous l'avez dit, elle vient lancer pratiquement la toute première compétition au plan national pour nos athlètes qui sont mis à jour depuis en sélection pour ceux de la Ligue de l'Atlantique, et je crois que ça se fait de même dans les autres départements. Et puisque c'est une compétition sélective, c'est-à-dire que nous avons axer les demandes d'athlètes qui vont participer à cette compétition sur ceux qui vraiment ont des potentiels et qui déjà qui peuvent faire valoir quelque chose de vraiment concret au niveau national. Donc et ces athlètes-là pourront peut-être représenter le Bénin dans les compétitions, que ce soit au plan sous-régional ou même à l'international. Oui, c'est une politique de détection et de la direction technique nationale aussi, parce qu'il y aura des coachs, il y aura comment dit-on, des gens avérés sur place qui vont procéder à la détection et voir un peu ceux-là qui viennent des autres départements. C'est l'occasion pour voir ce qu'ils font de bien et tout, pour pouvoir commencer par constituer un noyau de présélection d'équipes pour les compétitions internationales à venir. C'est sa petite curiosité, hein, c'est une compétition qui a été initiée il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, mais qui cette année n'est qu'à la 2e édition. Qu'est-ce qui n'avait pas marché en temps et c'est cette année on veut organiser la 2e édition? Oui, c'était en 2019 que la compétition a eu lieu. Et après, il y a eu Covid. Il y a eu Covid et puis ça a pris tout son temps, Covid. Maintenant, la fédération, vu la manière dont elle avait bien organisé, vu la bonne collaboration entre l'ambassade du Japon et le comité exécutif, je crois que les choses ont été remises en place. C'est vrai, vous savez, les ambassadeurs sont souvent changés. C'était par le passé Kiyofumi Konishi. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur Hideki Uezono, et l'administration a changé, donc il faut refaire les choses, remettre les choses en place. Mais sincèrement, ça n'a pas été trop compliqué parce que le projet a été déposé et ça a été accepté et les choses ont été mises en place, la logistique et tout, pour que au Hall des Arts, le samedi prochain, à partir de 7h30, qui est cette belle fête du karaté béninois. Et pour cette compétition, on parle d'une compétition à l'instar d'un Open. Quelles sont les différentes épreuves qui seront au rendez-vous? La compétition est essentiellement comité, je veux dire combat. Il n'y a pas de kata. Il n'y a pas de kata, mais il y aura des kata à titre de démonstration pour donner un peu plus de spectacle, un peu plus agrémenter la fête. C'est ça, vous nous invitez pour cette compétition? Vous êtes invité parce que vous êtes un partenaire de choix, vous êtes toujours là d'ailleurs pour couvrir et mettre de la lumière sur ce qui se fait au niveau de notre fédération. On vous remercie pour ça, donc sans vous inviter, vous savez que vous êtes invité, que vous serez là. On sera là en kakimono. J'espère que Prosper aussi sera là dans son kakimono. Oui, je suis invité comme toi. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup à vous, M. Martini Aditi, d'être passé sur ce plateau. Nous parler un peu de cette compétition qui va lancer la saison sportive 2025 au niveau de la Fédération béninoise de karaté-do samedi prochain. Prenez donc le rendez-vous. Et ça sera tout pour Canal Sport de ce lundi 10 mars 2025. Un plaisir pour nous de vous tenir compagnie durant environ 1 heure de temps devant votre poste téléviseur. Allez, à lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin, Canal Sport. À très bientôt.